Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis Jean-Michel Abrassard. Bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, on fait un petit live. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, au Comité Para, on a récemment lancé une revue scientifique qui s'appelle Scepticisme scientifique. Et on a eu l'idée de faire un peu la promotion des articles qu'on allait y publier en parlant, en faisant un live, en invitant l'auteur de l'article et en discutant avec lui. Pour donner plus de visibilité à l'article. Alors aujourd'hui, l'auteur de l'article en question, c'est Renaud Evrard. Salut Renaud. Salut Jean-Michel, salut tout le monde. Donc, qui est l'auteur du premier article original qui a été publié dans la revue, qui s'appelle donc « Si le psy existait, ça se saurait ». Défiance et préjugés quant à l'étude scientifique du paranormal. Et alors avec nous aussi, vous pouvez voir qu'il y a Goulven, qui est une personne du comité qui travaille sur la revue scientifique qui met en ligne les articles, etc. Salut Goulven. Salut à tous. Voilà. Et Ludo est là pour la partie technique, streaming. Oui, alors, évidemment, Renaud fait partie du comité. Bon, c'est vrai qu'au départ, on a décidé, enfin voilà, c'est normal qu'on commence un peu avec un article d'un membre du comité, même si évidemment, il a fait on a fait tout le peer review pour l'article. Hein. C'est pour un peu lancer les choses et que les gens voient un peu ce qu'on souhaite mettre comme article sur le site. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter. Qui es-tu ? Moi, Renaud, je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine, donc sur Nancy, c'est le nord-est de la France, et je suis à la base psychologue clinicien, en psychiatrie adulte surtout. Voilà, et j'ai beaucoup travaillé depuis mes travaux académiques sur les personnes qui vivent des expériences qu'elles interprètent comme paranormales, et j'essaye d'avoir une approche clinique, mais qui m'a aussi conduit à m'intéresser à des aspects plus culturels, historiques et philosophiques associés à ces questions. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ici, ton article, c'est pas un article sur pour ou contre le paranormal existe-t-il, mais plus les représentations qu'on a à propos de la recherche en parapsychologie. Tout à fait. Attendez, je vais vous arrêter tout de suite parce qu'on nous dit que le son est trop bas. Donc peut-être avant que vous alliez trop loin dans la présentation de l'article, on va essayer de régler ce souci technique. Comme ça, tout le monde pourra profiter de ce que raconte Renaud. C'est qui a un son trop bas, moi ou lui? Ou les deux? Apparemment, le son en général serait trop bas. C'est les retours que je reçois. On a des magiciens de la technique derrière, là, ça va. Ouais. Surtout Jean-Michel. Le problème de son est réglé, vous pouvez y aller. Ok, très bien. Parfait. Oui, donc on était en train de discuter du fait que c'était un article sur les représentations de des recherches en parapsychologie dans le public finalement. Oui, en fait, ce truc-là m'est arrivé parce que j'y ai été confronté à plusieurs reprises, même avec des proches. C'est-à-dire quand je viens leur présenter un petit peu les informations que j'ai sur le champ de la parapsychologie, je peux avoir des réactions de « mais de quoi tu me parles ? Si ce que tu racontais avait une once de vérité, on le saurait déjà par ailleurs. » Et donc, c'est une opposition qui est très classique en réalité, mais qui n'a jamais été démantelée. À travailler, et je voulais l'aborder, non pas en faisant vraiment de la psychosociale, mais j'y ai été conduit par la force des choses, en allant regarder ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc voilà, c'était un petit peu mon point de départ. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une enquête par questionnaire que tu as réalisée? Oui, j'ai fait ça en plus, c'est-à-dire que je suis partie sur plusieurs choses. Je me suis dit, mais en fait, il y a quoi comme idée derrière quand on défend ça, si, bon là, ça va être le psy, le PSI de la parapsychologie, existait, ça se saurait. En fait, quand on dit ça se saurait, on sous-entend implicitement un certain nombre de choses. Et donc, j'ai essayé de voir si on pouvait transformer ces affirmations en différents items qui fournissent une sorte de questionnaire. Donc voilà, c'est une sorte de me mettre à la place des gens qui peuvent avoir cette idée-là. Et là où j'en suis arrivée, c'est cette idée finalement d'avoir une confiance
Donc, plusieurs choses, par exemple, le travail des scientifiques, le travail des médias, le travail des sceptiques, etc. Et cette confiance, elle vient en fait structurer peut-être cette proposition de façon sous-jacente. Et pour aller plus loin que juste mon point de vue, j'ai cherché, alors je suis pas psychologue social, j'ai pas forcément une méthodologie de très haut niveau, mais j'ai sondé des gens qui voulaient bien via les réseaux sociaux. Et il y a, je ne sais même plus, une cinquantaine de personnes qui ont répondu. C'est vraiment pas une population représentative, c'est juste une amorce pour poser ce genre de questions. Mais l'idée, voilà, c'était de trouver si on pouvait déjà détecter des patterns, des groupes différents par rapport aux gens qui soutenaient ou pas cette affirmation. Oui, finalement, c'est connecté avec plein de sujets qui intéressent les sceptiques. C'est comment est-ce qu'on s'informe sur la science? Quelles sont nos sources d'information et quelles sont la confiance qu'on leur accorde, quoi? Est-ce que si c'est publié dans Science et Vie, c'est scientifiquement prouvé? Enfin, si ça passe au JT, c'est scientifiquement prouvé. Enfin, je prends des exemples un peu provocateur, j'imagine. Si quelqu'un que je connais l'a vécu, ça a plus de crédit qu'autre chose. C'est quelque chose que j'avais déjà travaillé quand je donne des cours d'initiation à l'esprit critique, en fait, au niveau de la licence de psycho. Et c'est vrai que j'avais déjà demandé aux étudiants quelles sont les sources d'informations qu'ils considèrent comme crédibles. Ça n'a rien de nouveau, en fait. Mais on voit que le classement qu'ils peuvent faire n'est pas celui que ferait forcément un universitaire. Et là, pour le coup, même si ça peut toucher des questions que les sceptiques en eux-mêmes travaillent habituellement, c'est vrai que la population à laquelle je me suis adressée, elle est générale. C'est pas des gens qui s'identifient forcément comme sceptiques, qui sont dans les réseaux, ou même comme tenants, psychophiles ou quel terme. D'ailleurs, je regrette un peu dans l'après-coup d'avoir utilisé ces termes-là pour décrire mes groupes, le terme de sceptique et de tenant, parce que en réalité, ce n'est pas, c'est des références très molles, c'est juste un aspect finalement de leur caractéristiques, mais c'est pas essentiel, quoi. Il faut pas partie de la communauté pour autant. Oui, alors quel genre de pattern tu penses avoir trouvé dans ta conclusion, en fait? Si vous voulez, je vous donc des petits slides. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de présenter tout ça lors de des rencontres de l'esprit critique à Toulouse en 2022. Et donc, ça a été une occasion pour moi déjà de me confronter à différents avis sur ce sujet. Je tiens juste à dire, effectivement, c'est le moment autopromo, mais que j'englobe cette étude-là dans un ensemble plus large de questionnement de mon dernier livre Phénomènes inexpliqués, qui est paru en mars, et dans lequel je travaille cette question de la place du paranormal dans nos sociétés, historiquement, actuellement, où on en est des recherches scientifiques. Donc là, je vais prendre juste quelques slides. C'est une conférence que j'avais prévue pour ailleurs, mais je vais juste aller sur ce qui m'intéressait par rapport à ça. Non, j'aurais dû passer l'autre. Voilà, alors cette idée... Renaud, je suis désolé de t'interrompre, mais il faudrait que tu changes la vue diapositive. Ouais. On voit ta vue présentateur et pas les diapositives en grand. D'accord, ça marche. Je vais changer la vue. Je sors de là et je recommence. Si tu peux inverser, voilà, merci. Ouais, merci. Désolé, merci de m'avoir dit. Je vais rester en vue comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça marche, non? Là, on voit la slide et on voit normalement tout quelque chose. Ouais, on voit bien, ça va. Parfait. Donc, en fait, cette question-là, elle interpelle, elle venait un petit peu comme ça jouer une sorte d'amorce pour que les gens répondent au questionnaire. Et alors, j'ai eu un effet que je n'avais pas prévu, c'est que les gens commentaient le lien du questionnaire. Et du coup, il y a une sorte d'étude qualitative un peu sauvage que j'ai pu faire à partir de ça. Et c'est vrai que c'était assez représentatif de certaines attitudes qu'on va avoir. Donc, il y a des gens qui, en répondant simplement à une question, vont dire que, voilà, pour eux, c'est fait, c'est prouvé que c'est de la magouille. Et puis, ils vont avoir un certain nombre de références. Alors, les torsions de fourchette, c'est du spectacle. Les tapes qui tournent et qui volent, ce ne sont que des nourris de Romano, etc. Tantirma, tu sais où elle peut se la fourrer sa boule. Donc, je trouvais que on voyait déjà une certaine virulence. Il y a une réaction émotionnelle et humoristique un petit peu là-dessus. Il y a d'autres réponses. Un homme, là, je n'ai pas mis les noms, mais qui dit les phénomènes dits parapsychologiques, entre guillemets, n'existent pas. Point. Et cela a été démontré de nombreuses fois par des scientifiques et des prestidigitateurs. Donc voilà, on mélange déjà les deux domaines. Et l'idée qu'on puisse
prouver scientifiquement qu'un phénomène n'existe pas. Voilà, c'est déjà des choses qui ne correspondent pas tout à fait aux positions méthodologiques du scepticisme. Voilà, donc voilà, c'est des phénomènes purement psychologiques. Voilà, pour le coup, c'était une opinion très arrêtée sur les choses. Là, une autre idée, beaucoup de faux, beaucoup de mystification. Les croyants s'en foutent que ça soit vrai, c'est pas le but, preuve ou pas, rien ne pourra empêcher les gens d'y croire. Donc c'est aussi l'idée un peu défaitiste. On est entouré de gens très croyants qui sont dans le tort et quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à redresser un petit peu ces torts. Donc aussi l'idée d'opposition, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, ils sont trop différents de nous, qui se retrouvent un peu pour soutenir la position de défiance. Et puis quelqu'un qui a été vraiment, quand je pose la question, il me dit mais c'est pas à moi de faire le boulot, c'est à vous de faire le boulot, c'est à vous d'aller chercher les preuves. Si vous affirmez sous forme de question, ce qui est quand même une contradiction, une interrogation n'est pas une affirmation, qu'il y a des preuves, donnez vos sources, sinon vous n'avez au fond rien à dire. Donc voilà, même le fait de lancer cette étude génère déjà tout un ensemble de réactions en chaîne où on voit qu'il y a des attentes, des crispations très fortes. Du coup, voilà, si vous voulez la conf complète à ce sujet, vous pouvez tout à fait aller sur la chaîne du REC, où vous retrouvez sous le même nom, hein, si existait, ça se saurait, la conférence qui avait été donnée. Et puis, du coup, là, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble du détail, mais j'avais construit mon échelle à partir de ces tentatives d'affirmation que j'avais pressenties. Jean-Michel ne me contrôlera pas là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on revoit très fréquemment à l'époque où il y avait beaucoup de forums d'échange, c'était des positions qui se tenaient souvent. Et donc, je les ai traduits un petit peu en ces idées, ces thèmes en sous-échelle. Et pour les sous-échelles, j'ai donné des items qui me semblaient correspondre à tout ça, mais les items, vous voyez, ne sont pas équilibrés. Je n'ai pas fait forcément une étude des qualités psychométriques de l'échelle, mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à réfléchir un peu à ça. Le pattern que je vais trouver déjà, c'est effectivement qu'il y a la liste des items significatifs. Hein, c'est une population de gens majeurs, 18-65 ans, et il y a simplement 55 questionnaires qui ont été remplis complètement, 66% par des femmes, sur 15 000 personnes qui ont été touchées par l'annonce que j'ai donc payée au niveau notamment de Facebook. Et alors avec des niveaux de significativité qui sont forts, mais en même temps, comme la population n'est pas très grande, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Mais en gros, ce qui va ressortir, c'est je me sens incompétent pour analyser le contenu des articles en parapsychologie. Donc, comme ça, déjà, une idée, je peux avoir des opinions, mais en même temps, mon opinion, c'est que c'est pas mon domaine. Une autre opinion très forte, c'est que si ces phénomènes sont prouvés, c'est digne du prix Nobel. Donc, il y a une idée comme ça un peu idéale que le prix Nobel vient récompenser forcément les recherches les plus osées, exploratoires. Pour le coup, c'est quand même des idées d'arguments d'autorité qui sont derrière. L'idée que ces phénomènes peuvent être étudiés scientifiquement, là, c'est quand même soutenu, donc c'est plutôt positif. L'idée que si le psy est avéré, etc., sera un impact sur notre quotidien. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on pourra détailler, comme c'est fait dans l'article. Et puis après, je me suis amusée à faire une comparaison. J'ai vu effectivement une vingtaine de personnes, un sous-groupe de gens qui avaient scoré, qui étaient d'accord avec les thèmes que si ces phénomènes en parapsychologie étaient avérés, elles en auraient été averties. Ce qui était quand même le fond de ma question initiale. Et cette population de 20 sujets par rapport à mes 35 sujets, donc encore une fois c'est très faible, je préfère le dire, vont différer significativement sur 8 items. Et donc ça va être un sous-groupe qui va penser moins que la communauté scientifique dissimule les résultats. Il y a une confiance plus forte dans cette communauté, dans le fait que, voilà, s'il y a des travaux de qualité, tout le monde va en parler, ça va passer. Elles sont également plus méfiantes des médias qui seraient favorables à la parapsychologie. Donc, en même temps, si l'info commence à circuler dans les médias, elles vont se méfier plutôt des médias que de la source de l'info. Elles pensent moins que les revues en parapsychologie possèdent un comité de lecture critique. Donc déjà, là, c'est au niveau de la confiance dans le champ de la parapsychologie, dans sa structuration scientifique. Là, c'est légèrement significatif comme comparaison, mais c'est l'idée que les parapsychologues font moins bien leur travail, a priori. Elles pensent davantage que ces recherches parapsychologiques sont utilisées pour promouvoir les croyances les plus farfelues. Donc pour eux, c'est vraiment plus la porte ouverte à n'importe quoi. Et elles pensent davantage que le champ de la parapsychologie est une foire qui rassemble des personnages peu sérieux. Donc encore une fois, une idée de manque de crédibilité de ce domaine.
elle pense aussi, c'est assez fort, que le psy, ce facteur inconnu, serait moins possible, voilà, qu'il n'a pas forcément d'existence, une possibilité d'existence très forte. Et elle pense moins que la communauté scientifique est divisée au sujet de la parapsychologie. Elle pense qu'on est plus dans un consensus de rejet de ces sujets et qu'il n'y a pas vraiment un débat ou controverse très, très fourni à avoir là-dessus. Et donc, elle croit aussi moins à l'idée qu'il y ait, par exemple, des experts ou un expert neutre en parapsychologie qui puisse faire la part des choses entre le pour, le contre, les critiques, les arguments favorables, etc. Donc là, c'est qu'un début, ça demanderait à être totalement confirmé, mais il y aurait un sort de sous-groupe d'avertis, des gens qui se penseraient qu'ils auraient été avertis, qui sont dans une position un petit peu comme ça, statique, d'attente d'informations, et pour lesquels on va trouver un certain nombre de préjugés sceptiques qui, mis bout à bout, sont finalement assez cohérents les uns avec les autres. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, mais c'était un petit peu le résumé de l'article. Oui, parfait, je pense que c'est très clair. Oui, moi, par rapport Enfin, quand j'en avais écrit, et d'ailleurs, tu avais repris la citation du livre que j'avais écrit avec Lurquin, quand je parlais de si le psy existait, ça se saurait, c'était plus lié à la question du fait qu'il y aurait une expérience décisive, quoi. Les sceptiques auraient tendance à penser que s'il y aurait un moment une sorte d'expérience parfaite qui prouverait, qui pourrait prouver au-delà de tout doute raisonnable que le psy existe. Or, moi, je pense que c'est pas possible, puisqu'en fait, s'il y avait n'importe quelle expérience, on pourrait toujours jeter le doute dessus en disant, il y a une tricherie ou quelque chose comme ça. Et donc, l'aspect cumulatif est important, mais en même temps, l'aspect cumulatif, est-ce qu'il est vraiment... C'est une vision du circuit de la science, finalement. Et parfois, on peut être spécialisé dans un domaine, mais ne pas connaître très bien vraiment le circuit que doit suivre un chercheur pour que des résultats puissent être non pas seulement publiés, mais diffusés, quoi. Oui, totalement. Ouais. Parce que j'imagine si, par exemple, un parapsychologue fait un résultat qui obtient une expérience qui fait des très bons résultats, et puis on en parle, par exemple, dans les magazines scientifiques qui relaient l'information, je veux dire, en général, on va pas si on est sceptique, on va pas réagir en disant oui, je suis convaincu maintenant, on va mettre en cause la... Oui, de toute façon, ça revient avec les critères que tu viens de donner, quoi. Alors, on se méfiera des médias qui n'ont pas été assez critiques, et puis, il y a tous ces mécanismes toute une vision des choses, quoi, en fait, qui se mettent en marche par rapport à cette information qu'on reçoit. Ouais, mais en soi, c'est concevable parce que on a tout à fait raison de critiquer même des choses qui ont été publiées, parce que ça peut ne pas être suffisant, le processus de revue par les pairs. On peut critiquer les médias qui vulgarisent, qui ne font pas toujours un travail de grande qualité. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, Goulvan, si tu as des questions? Oui, moi j'avais quelques questions. Ce sont des questions, comment dire, assez générales. Mais c'est vrai, juste pour revenir sur ce que tu as dit à la fin, en fait, d'une certaine façon, l'évaluation d'une recherche, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, continue après la publication d'un article. Ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment réaliser et qui est vrai dans tous les domaines, quoi. Il y a des gens qui disent même que le vrai peer review, il commence en fait une fois qu'un article a été publié, parce que la totalité de la communauté peut commencer à interagir avec, et soit à construire quelque chose dessus, soit à se rendre compte que peut-être il y a un problème quelque part, ou essayer de comprendre pourquoi ça peut être divergent avec ce qui a été publié ailleurs. Et moi, je dis ça, vraiment, mon domaine est très, très éloigné de celui de Renaud, mais c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment partout. Et on peut avoir parfois l'impression que quand quelque chose est publié, ça a été tamponné comme un rapport, alors qu'en fait, ça fait partie, c'est un élément qui participe à l'augmentation de la connaissance de la communauté dans quel que soit le domaine, quoi. Alors, moi, des questions, c'était des questions assez simples. La première, c'était est-ce que, Renaud, tu as connaissance d'autres études un petit peu similaires qui auraient déjà été faites
et avec lesquels tu pourrais, par exemple, un petit peu comparer tes résultats, parce qu'évidemment, il y a le problème de réussir à trouver des gens pour répondre aux questionnaires, etc. Et donc, voilà, le nombre d'un côté, on peut se dire que le nombre de personnes qui ont répondu, 55, est pas gigantesque. D'un autre côté, le nombre de questionnaires qu'il a fallu déjà, enfin, de nombre de personnes qu'il a fallu toucher pour avoir ces 55 réponses, c'est déjà une certaine quantité de travail. Donc, voilà, c'est évidemment toujours une espèce de compromis. Mais du coup, voilà, est-ce que tu as connaissance d'autres personnes qui ont utilisé des approches un peu similaires et qui auraient des questions ou des approches qui peuvent corroborer ou affirmer ce que tu as fait? En fait, non. Sinon, je pense que je les aurais cités, mais je ne vais pas prétendre non plus que ma revue de littérature a été immense. J'ai essayé de m'inscrire. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la compréhension de la science par le public. En anglais, c'est Public Understanding of Science. Et du coup, ça, ce sous-champ, en fait, qui est un peu une forme de sociologie des sciences, mais qui est ouverte à plein d'autres disciplines, il est en pleine expansion. Et je tente, en fait, de l'appliquer au champ de la parapsychologie par un certain nombre d'études de ce type-là. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été beaucoup fait parce que il y a une confrontation. Là, on va voir, on a peut-être l'habitude de confronter alors les tenants du paranormal aux membres militants de groupes sceptiques, mais en réalité c'est pas ça la population, c'est microscopique, on n'est pas très nombreux. La réalité c'est qu'il y a une diffusion de ces croyances très largement dans la population et une grande population qui est neutre, voire hostile à un certain nombre de phénomènes paranormaux. On peut prendre les ovnis, tout le monde ne croit pas aux ovnis, il y a des gens qui croient à la télépathie, d'autres, etc. Et donc, en fait, ce public-là, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il réagit, on ne sait pas vraiment comment il fait ses choix. Et le fait de s'attaquer à une étude de parapsychologie ou dire de tel ou tel sceptique, ça nous fait passer quand même à côté du public. Qui est aussi touché par ces mêmes choses, qui va acheter des bouquins, qui va trouver des vidéos. Donc voilà, ce public qui m'intéresse, il vient peut-être nous apprendre aussi comment on peut s'inscrire de façon beaucoup plus militante, active dans un sens ou dans un autre. Et je le vois, enfin, moi, ma base, c'était en tant que psychologue clinicien, je reçois des gens tout venant, avec pas forcément des pathologies avérées, graves, qui pensent vivre ces expériences et qui sont confrontés à ce paysage, à cette culture et à cette sous-culture du paranormal qui va d'un continuum du grand n'importe quoi jusqu'à des trucs très sceptiques et qui sont comme ça balancés entre les deux, qui ont du mal à choisir comment tenir. Et là, j'essaye d'avancer un petit peu à la fois pour mieux comprendre comment le champ de la parapsychologie peut être reçu. Voilà, si on dit la télépathie est prouvée et qu'on s'active là-dessus, quels sont les dégâts qu'on fait derrière? Et si on dit aussi à quelqu'un non, ça n'existe pas, votre expérience n'est pas sur la carte de la science, ce que vous dites c'est forcément faux, vous vous trompez, vous avez un problème quelque part. Voilà, il y a aussi un impact à imaginer derrière. Donc voilà, en gros, j'ai pas trouvé d'études similaires, peut-être ce sera fouillé. Dans le champ de la parapsychologie, je connais assez, je crois que le public understanding of parapsychologie n'est pas développé du tout pour l'instant, donc voilà, j'essaie d'amener des choses. Ok, je te remercie. J'ai une question un petit peu dans la lignée aussi, toujours un peu sur le design et comment toucher les gens. La question que je me posais, c'est est-ce que tu crois que... en fait, je me souviens plus comment tu t'es identifié pour solliciter en fait les gens à répondre, pour inviter les gens à répondre à ton questionnaire. Et je me posais la question, est-ce que tu crois que tu aurais obtenu des réponses différentes si tu t'étais présenté d'une façon différente? Alors, je suis pas en train de t'inciter à faire des canulars, hein, mais je me pose la question, quoi. Un universitaire présente ce test, ce questionnaire aux gens qui sont susceptibles de tomber dessus, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un dans une sphère, disons, plus alternative, proposait le même questionnaire? Est-ce que on peut imaginer que ce seraient des personnes différentes qui auraient tendance à répondre et elles répondraient peut-être autre chose. Alors là, je sais que je te demande en gros de spéculer, quoi, mais est-ce que tu aurais une idée ou est-ce qu'il y a des choses sur base de ton expérience qui pourraient te faire imaginer comment les résultats auraient été différents dans un setup de ce genre?
Ouais, effectivement, ça peut être une variable vachement importante en termes d'obéissance, de statut, etc. Déjà, rien que sur comme tu dis, le design pour aller chercher, recruter la population, ce que j'ai fait avec une enquête en ligne, surtout via Facebook, c'est en soi pas suffisant, même si effectivement Facebook permet de paramétrer un certain nombre de choses pour toucher des gens qui sont absolument pas dans ton réseau et qui te connaissent pas en fait. D'ailleurs, je me suis pas présenté dans l'annonce, j'ai pas dit un universitaire, Renaud Évra, etc. Ils avaient simplement l'annonce. Alors, est-ce qu'elle était attachée à mon compte? Je ne sais plus si, sûrement, quand même, ça devait être associé à mon compte Facebook malgré tout, comme truc promu. Et je donnais une définition minimaliste des phénomènes d'IPSY, perception sensorielle, psychocinèse. Pour chaque affirmation, je expliquais la méthode, échelle de Likert de 1 à 5, etc., selon votre degré d'adhésion. Mais il y avait, en gros, pas grand-chose à situer là-dessus. Je dis pas que c'était neutre, hein, ça l'est absolument pas. Et je pense qu'effectivement, on peut, si on va dans d'autres milieux ou si on se présente différemment, déjà impacter les nombres de gens qui vont cliquer. Ils se disent, bon, il s'attend à quoi quand il pose cette question? Est-ce qu'il s'attend à ce qu'on vienne dire oui? Est-ce qu'il vienne dire non? Et ça me fait penser en fait à d'autres études qui ont quand même pu être faites sur des préjugés vis-à-vis de la parapsychologie qu'on a du mal là, à étudier simplement là-dessus, parce que ceux qui cliquent, c'est des gens qui sont motivés à participer, mais ils ne sont pas forcément représentatifs des 15 000 qui ont eu l'annonce. Il y a eu des études, notamment avec des résumés de recherche, donc juste l'abstract, présentant les résultats, des éléments de méthodo, les conclusions, et l'abstract était soit cadré comme une recherche de neurosciences ou une recherche de parapsychologie, avec les mêmes méthodos, les mêmes résultats, etc. On changeait juste le framing et rien que ça a suffi à donner pleine expression à des préjugés. Et donc, ça va très vite. Au final, ces préjugés sont très forts, je pense, dans la population et assez invisibles. En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont ça. Oui, j'imagine en effet. Moi, comme évidemment je suis pas spécialiste du domaine, autant j'ai adoré la lecture et je trouve ça intéressant, autant voilà, moi j'ai plus des questions un peu méthodologiques comme ça sur le design de l'étude. J'ai pas beaucoup d'autres questions sur le fond, sur la littérature que je connais quand même pas super bien dans ce domaine-là. Mais je te remercie pour tes réponses. Oui, très bien. Mais je pense on a un peu fait le tour, sauf si Renaud a d'autres choses qu'il voudra ajouter. Mais je trouvais que la présentation était assez complète. Moi, je suis là pour échanger avec ceux qui veulent. Hein, Si vous voyez des questions, sinon j'ai juste effectivement un point, c'est que dans cet article, je vais un peu plus loin que juste faire un sondage et aller voir les gens, parce que il y a un côté un peu qui m'a questionné, ou peut-être un peu partisan qu'on pourrait trouver comme ça, c'est-à-dire j'essaie de répondre à ce préjugé également. Je me dis, mais comment les gens peuvent se dire qu'ils seraient informés, sachant que je donne des informations qui généralement ne sont pas très connues, le nombre de revues qui existent en parapsychologie. J'avais fait une autre étude là-dessus où je testais un petit peu à la fois les préjugés associés aux connaissances des gens, et je me rendais compte que les connaissances de base en parapsychologie, donnez-moi le nom d'un parapsychologue, donnez-moi le nom d'un sceptique, d'une revue, d'une expérience, etc., étaient extrêmement faibles. Donc c'est déjà cette idée, ces informations ne sont pas là. Pourtant, les gens n'ont pas de problème à émettre des opinions sur un domaine dans lequel ils ne sont pas très, très compétents. Et d'ailleurs, quand on leur met des items pour juger de leurs compétences, souvent, ils sont assez honnêtes pour dire qu'en fait, c'est pas leur domaine, quoi. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de paradoxes qui s'agitent. Et c'est vrai que dans l'article, là où je vais peut-être trop loin, c'est de lister, d'en profiter pour lister un certain nombre d'informations sur le champ de la parapsychologie. Ouais, c'est clair. Mais il y a quelqu'un qui a qui a répondu à ton appel et qui a posé ici une question dans le chat. Donc, est-ce que tu as mis en place des outils ou des méthodes pour éviter les biais dans les réponses et, le cas échéant, quels auraient été ces outils? Bonne question. En fait, pour faire ça, ça demande de vraiment plus tester en amont
le questionnaire est vérifié en fait qu'il a une cohérence interne, que tous les items vraiment mesurent ce qu'on veut qu'ils mesurent. Et ça, je vais dire que je l'ai pas fait. Donc là, vraiment, cette étude est exploratoire. Et encore une fois, je dirais, c'est presque pas mon domaine. Je le fais parce que j'ai l'impression que c'est important comme question et que les autres le font pas. Et que voilà, ça pourrait tout à fait être le boulot de sociologues ou de psychologues sociaux d'aller aussi mesurer ce qui se joue pour cette population. Il y a beaucoup de travaux sur le complotisme. Et c'est vrai que une des choses qui m'avait aussi mis la puce à l'oreille, c'est qu'il pourrait y avoir une sorte de complotisme, même du côté des incroyants, du côté des sceptiques. Parce que finalement, cette idée c'est que si ça existait, je le saurais. Donc c'est où est la vérité, où est l'information, est-ce qu'on m'a caché des choses, et donc il y a tout de suite une sorte de petite défiance par rapport au type d'information qu'un interlocuteur peut amener, parce qu'il amène une vérité, on ne sait pas d'où ça sort, ça fait pas partie du consensus. Donc voilà, j'étais aussi partie de cet aspect-là, mais c'est vrai qu'après sur la méthode elle-même, il y a un certain nombre d'items que j'ai répartis en sous-échelles, mais j'ai pas fait les calculs pour vérifier qu'ils rentraient effectivement dans les sous-échelles que j'ai trouvé. Après, j'ai trouvé que finalement les patterns de comparaison étaient assez cohérents, c'est-à-dire il y aurait eu des idées complètement diamétralement opposées à l'idée qu'on peut se faire d'un sceptique, par exemple, qui adhère aux médias, qui diffusent la parapsychologie. Là, on aurait dit, mais il y a un truc bizarre dans les données, alors que là, bon, c'est un peu la chance, mais toutes les données s'alignent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais, c'est juste que pour l'instant, c'est pas assez opérationnel. Oui, donc est-ce que tu penses que c'est une sorte ça pourrait être connecté à la psychologie du scepticisme ou de l'incroyance, parce qu'il y a souvent eu des recherches sur la psychologie de la croyance au paranormal, mais donc souvent, bon, évidemment, je dis toujours par image miroir, on a un profil de l'incroyance. Je veux dire, si on s'intéresse aux gens qui croient, si tu regardes l'inverse de l'étude, tu vois les gens qui croient pas, mais ouais, juste un peu, qu'est-ce que tu penses de la psychologie du scepticisme à ce moment-là? Est-ce que ça se connecte avec ton étude? Effectivement, actuellement, j'encadre justement le travail d'une étudiante de master à ce sujet. Et en fait, la dichotomie croyance-incroyance, il faut déjà un peu la déconstruire, parce que si vous prenez des choses comme le réchauffement climatique est généré par l'activité humaine, si vous êtes incroyant de ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que vous êtes hors d'un certain consensus scientifique. Et pourtant, c'est une question d'incroyance. C'est-à-dire, je ne veux pas ce qu'on me raconte, je n'en veux pas. Et donc, il y a des incroyances à l'efficacité des vaccins, à ARN messager, etc. Donc, déjà, il faut accepter cette symétrie. Après, souvent, finalement, le raccourci, c'est de dire que la croyance, c'est une opinion qui s'écarte de l'orthodoxie scientifique. Mais l'orthodoxie scientifique, c'est pareil, c'est un miroir aux alouettes. On y met un peu ce qu'on veut. Il y a une orthodoxie qui est souvent mobile, dynamique. Quand nous, chercheurs, on sait on désapprend les choses. Il y a des moments, il y a des critiques, il y a des chercheurs qui sont un peu exotiques avec leurs théories, mais finalement, leurs travaux peuvent quand même être intéressants. Donc, c'est là où cette idée d'une orthodoxie et de croyances qui s'en écartent doivent être pris avec des pincettes, surtout que finalement, les vrais travaux qui ont été faits sur la psychologie de la croyance au paranormal, etc., donc il y a Irwan, il y a Schreiber, il y a des gens comme ça, ils montrent le continuum. Ils montrent que quand quelqu'un se dit « je suis sceptique », en réalité, il est sceptique d'un certain nombre de choses jusqu'à un certain point et très ouvert, voire croyant d'un certain nombre d'autres choses, et qu'en fait, il n'y a pas deux profils tout à fait identiques. Et d'ailleurs, on a publié d'autres articles et une traduction notamment d'un travail d'un sociologue allemand sur les sociétés sceptiques qui pointe cet aspect-là, c'est que dans une communauté sceptique qui est un petit groupe où on adhère, on est membre, le fait de s'écarter légèrement, par exemple, de l'orthodoxie locale, en ayant une ouverture, par exemple, je sais pas, à l'ufologie, je dirais ça comme ça, était déjà un signe d'outlier, qu'on risquait de sortir finalement du groupe, de faire imploser le groupe si on manifestait des petites déviances de ce type-là. Donc, en réalité, croyance, incroyance, c'est une complexité très vaste, et c'est pour ça que c'est assez regrettable de ne pas chercher le côté incroyance, et notamment parce que j'abonde encore là-dessus, mais il y a des travaux qui viennent montrer que non seulement
ça entraîne des biais cognitifs, la croyance comme l'incroyance, des biais souvent symétriques, mais aussi des biais perceptuels. Il y a des études où il s'agit de repérer des coïncidences dans un matériel hasardeux. Eh bien, un croyant va voir plus de coïncidences qu'il n'y en a, et un incroyant va voir moins de coïncidences qu'il n'y en a. Et dans les deux cas, finalement, le biais est opérant. Ouais, c'était pour la complexité, c'était marrant parce que dans X-Files, ils essayaient de montrer ça avec Dana Scully qui était la sceptique du groupe, mais en fait, dans les saisons ultérieures, pour ceux qui ne sont pas allés assez loin dans X-Files, elle devenait une catholique, elle était extrêmement croyante dans la religion chrétienne. Et alors dans ces épisodes-là, c'était elle qui était la croyante et Fox Mulder qui était l'athée rationaliste. C'était exactement là. Et je trouvais que c'était pas mal pour montrer justement ce que tu décris, évidemment dans un format série TV, quoi, que les baromètres sont complexes chez une seule personne. Oui, et puis je dirais que c'est aussi dynamique chez les gens, c'est-à-dire que d'ailleurs il y a le travail de Sébastien Dieguez qui vient de vraiment d'envoyer un pavé dans la mare sur la question de la croyance avec son livre Croivé, parce que finalement ce qu'on appelle croyance, techniquement, c'est pas ce dont on est en train de parler. Là, on est sur des gens qui ont des positions statiques, vous leur présentez n'importe quel nombre d'arguments, ils bougent pas d'iota ou pas beaucoup, quoi. Là, il y a quand même un aspect dynamique, c'est que moi j'ai pu voir des gens qui vivent ces expériences, qu'elles interprètent comme paranormales, mais l'interprétation paranormale, c'est une attribution qui vont pas forcément appliquer tout de suite. Il faut que l'événement se reproduise ou soit extrêmement fort. Il faut qu'il y ait des gens qui les guident vers certaines interprétations, mais ils peuvent aussi en changer. Ils peuvent revenir au paradigme antérieur. Et clinicien, dans cette position-là, je n'avais pas à orienter les gens, à leur dire c'était quoi la meilleure interprétation, attribution à donner. Et il fallait ouvrir cet éventail d'hypothèses, mais garder soi-même une position de neutralité, ce qui est fait classiquement en psychologie clinique, mais même les psychologues cliniciens ont des préjugés sur le paranormal, donc tous mes confrères n'y arrivaient pas comme ça, si facilement. Donc oui, c'est un travail de positionnement, de mise en parenthèse qui est assez compliqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Jean-Michel, tu sais, mais ils vont refaire des X-Files, ils l'ont annoncé il y a très peu, avec un casting du côté de la diversité. Ah bon, intéressant. Ouais, on verra ce que ça donne. Ouais, parce que les dernières saisons, c'était pas terrible. Gulven, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que c'est l'essentiel. Oui, j'ai l'impression que c'est l'essentiel. Donc, on a une annonce à faire avant de se quitter, cela dit. Mais je crois que pour ce qui est de l'article de Renaud, il n'y a plus de... Ouais, on est bon. Hein. Très bien. En tout cas, oui, je laisserai Goulvin faire l'annonce, mais oui, donc en fait, tout ça, c'est aussi pour motiver les gens à nous soumettre des articles. Donc, vous voyez que la revue existe. Maintenant, il y a des articles qui ont été publiés, qu'on essaie d'en faire la promotion. Donc, ce serait sympa que si vous êtes un chercheur et que vous travaillez sur un sujet connecté avec le scepticisme, ça peut être vraiment très vaste. Hein. C'est vrai que Renaud, évidemment, là, vous voyez, c'est un peu la sociologie des attitudes par rapport au paranormal, mais on prend des articles sur des tas sur évidemment l'enseignement de la pensée critique, l'éducation aux médias, tous les sujets qui intéressent la communauté sceptique peuvent potentiellement nous intéresser, donc n'oubliez pas de nous envoyer à la revue des articles. Avec les avantages de la revue, qui est d'avoir un vrai comité de lecture. On soumet à une expertise. Moi, j'ai dû corriger mon article sur plusieurs points. Je pensais que ce serait pire que ça, mais ça, j'ai pu souffler. Et puis, le fait que quand l'article est prêt, il est publié en ligne, accessible à tous, partageable. Il n'y a vraiment aucune restriction, aucun embargo. Et ça, la communauté francophone en a vraiment besoin. Ouais. Et normalement, plus tard, quand on aura un nombre suffisamment d'articles, on aura une version papier qui sortira. C'est encore à définir, mais probablement ça sera pour les membres du comité para, les membres adhérents du comité para. Mais enfin, on verra quand on y sera, vous aurez plus d'informations. Si vous préférez la version papier ou la version numérique. Comment ? Ouais, tu as fait un appel aux chercheurs, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre au sens large. Hein. Il ne s'agit pas d'être universitaire, d'avoir une thèse. Je pense que des enquêtes de terrain, des analyses d'un bouquin, d'un cas, je pense qu'il y a une certaine ouverture, je pense, à ce qui peut être proposé.
Oui, totalement, tu fais bien de le préciser. Oui, bien sûr, si vous êtes un enquêteur de terrain plutôt, mais que vous n'avez pas un format d'universitaire, envoyez, hein, on verra. De toute façon, Ouais, ce que vous pouvez faire, c'est prendre contact avec la revue et dire ce que vous avez en tête. Ça, c'est des choses qui se font typiquement, presque paradoxalement, mais notamment les revues, alors, pour le coup, très prestigieuses, avec un haut facteur d'impact. Parfois, quand on n'est pas sûr qu'un manuscrit est recevable, on en contacte un éditeur, on dit, bah voilà, moi j'ai envie de publier un truc là-dessus, est-ce que vous pensez que ça rentre dans le cadre de votre revue? Et comme ça permet tout de suite, si l'éditeur pense que c'est pas adapté, bah, ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter via l'email de la revue qui est disponible sur le site et dites-nous voilà ce que vous avez en tête et on pourra vous dire si ça nous semble recevable ou pas. oui, dans le même ordre d'idée, on m'avait demandé, on m'avait envoyé comme question quel type de reviewer on allait avoir pour la revue. Ben, c'est vrai que les types de reviewers qu'on aura, forcément, idéalement, ça va être des universitaires et des sceptiques en même temps, des gens qui ont les deux casquettes, des universitaires du domaine pertinent, dans lequel l'article appartient. Mais maintenant, c'est vrai que ça peut être des cas où, c'est pour ça qu'on est en train de parler de cas plus frontières. Si vous envoyez une étude de cas, il y a peut-être des enquêteurs de terrain qui ne sont pas forcément des universitaires, qui peuvent être des personnes que nous, on peut solliciter. Donc, dans ces cas-là, j'imagine, par exemple, pour une étude de cas d'une observation d'OVNI, bah, c'est clair qu'on pourrait trouver un universitaire, par exemple un sociologue pour l'aspect plus universitaire, et puis un enquêteur de terrain du phénomène OVNI qui n'est pas forcément un universitaire pour les deux reviewers, on verra. Mais ça revient là. On est sur le même plan d'idée, quoi. C'est vrai qu'on touche à des sujets où parfois des universitaires stricto sensu, bah, surtout pour tout ce qui est enquête de terrain, c'est sûr que c'est pas forcément ce que les universitaires font habituellement, ils restent dans leur tour d'ivoire. Non, j'exagère. Mais enfin, ça peut être. Enfin voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas à nous envoyer quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément un doctorant, quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, il faut dire que même en anglais, il n'y a pas beaucoup de revues qui se prêtent à ça, en réalité. Hein. C'est quelque chose qui a fait défaut à la communauté sceptique francophone pendant un certain temps. Je dirais que c'est plus des revues d'anomalistique qui font du peer review, comme le Journal of Anomalistic, qui est allemand et anglais maintenant, qui est bilingue, et d'autres revues scientifiques classiques qui jouent le peer review. Mais par rapport aux thématiques qui intéressent la communauté, là, l'open access, c'est quand même un avantage. Ouais, parfait. Et alors, Goulven, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oui, parce que évidemment, c'est un peu bizarre si c'est toi qui l'annonce. Bah ouais. Donc voilà, il se trouve que, en effet, là, pour démarrer, pour lancer la revue, on a tendance, les personnes impliquées dans la revue ont tendance à soumettre les premiers manuscrits. Et donc, voilà, Jean-Michel s'y est également impliqué. Donc son article, en fait, c'est moi qui l'ai édité. Donc, il est également passé à travers voilà, une évaluation par des pairs. Donc, j'ai contacté un certain nombre de personnes et le manuscrit vient d'être mis en ligne. Et donc, vous pouvez le trouver sur le site de la revue. Et donc, le titre est la place de la fraude dans le modèle psychosociologique du phénomène OVNI. Je dis ça de mémoire, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise. En gros, c'est ça. Et donc voilà, c'est un nouveau manuscrit qui est disponible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la revue, téléchargez-le et puis voilà. Alors, il y a une question qui vient de tomber à l'instant. Enfin, j'ai vu que les gens ont continué à discuter dans le chat, ce qui est très bien. Et là, je vois quelqu'un. Bonsoir, une question. Donc, j'imagine. Pensez-vous que la culture autour du paranormal, cinéma, séries, littérature, bande dessinée, musique, accentue les effets autour du paranormal? Et oui, je suis désolé, mon chat a faim, mais je suis navré pour ce caméo. Voilà. Je trouve que la question est très bonne. Moi, elle m'intéresse énormément. Je pense que Jean-Michel aussi a beaucoup travaillé sur les aspects culturels, les aspects notamment de contagion qui peuvent se faire via des diffusions à des niveaux de différents médias et de proche en proche.
Je dirais que le plus étonnant, c'est que si on mesure l'argent qui est investi dans la diffusion de cette occulture, de cette culture du paranormal, que ce soit les blockbusters, les best-sellers, les séries comme X-Files, etc., c'est plus, mais à des centaines, voire des milliers de fois plus que l'argent investi dans la recherche scientifique sur ces sujets. Et du coup, on se demande pourquoi c'est aussi important que ça fasse partie en Occident, finalement, de ce qui nous intéresse, qui nous fascine, qu'on aime aller consommer, et pas tellement de ce qu'on aime analyser, réfléchir du côté rationnel. Et donc là moi, je l'ai vu cliniquement. J'ai eu des patients, j'ai une mère de famille, quand sa fille a visité une maison hantée et est revenue complètement bouleversée, elle lui a montré la série Medium et elle lui a dit, tu vois, ça c'est vrai, c'est la réalité. Mais je pense que pour beaucoup de gens, quand ils pensent à un phénomène de hantise, ils vont aller piocher dans les films de Spielberg, de Poltergeist, des trucs comme ça, des références. Parce qu'on n'en a pas, autrement, scientifiquement, ça ne se diffuse pas. Les travaux, là, les idées, c'est très peu connu, très peu diffusé. Et donc, il y a une autre culture avec laquelle on travaille toujours, qui est une culture un peu populaire et très, très largement investie, même si on la considère souvent comme un peu fringe ou un peu rigolote. Ce n'est pas la culture des élites, mais malgré tout, elle est présente. Oui, puis sur l'impact de la culture, par exemple les films, un exemple classique qu'on prend toujours chez les sceptiques, c'est l'exorcisme qui a clairement influencé la manière dont les exorcismes se pratiquent à l'heure actuelle et se vivent et se pratiquent, en gros en donnant une sorte de modèle comportemental pour les personnes qui se pensent possédées sur les manifestations qu'elles sont supposées générer et avoir, et la même latitude que les prêtres sont supposés avoir. Donc c'était quasiment parce que ça a présenté dans la culture le modèle de c'est quoi une possession démoniaque, quelle forme ça prend, comment agissent les prêtres, et donc ça a influencé par la suite. Bien sûr, il y avait des exorcismes avant, mais ça a complètement façonné la manière de pratiquer les exorcismes à notre époque. Donc ça, c'est fascinant, l'impact qu'un média peut avoir sur les phénomènes. Et c'est pas qu'au XXe siècle, au XXIe siècle. J'ai récemment participé au Cahier de l'Herbe, qui est normalement une revue littéraire assez prestigieuse, qui a un numéro spécial Mondes invisibles. Et il y a beaucoup d'exemples déjà, 18e, 19e siècle, Victor Hugo, etc. On voit une diffusion, une transpiration du paranormal chez beaucoup d'auteurs. Là, récemment, Bertrand Meust a fait un livre sur Proust, où il vient montrer l'arrière-fond de culture de la voyance chez Proust, qui vient façonner son écriture, sa vie, etc. Des aspects qui sont assez méconnus ou rejetés même par des élites littéraires et savantes, alors qu'en fait, c'est beaucoup d'auteurs baignent là-dedans. Et je pense à un autre truc tout con, mais il y a un livre de Jeffrey Kripal, qui est un philosophe des religions américain, qui s'appelle Mutant and Mystics. Et il vient repiocher dans les comics la source de beaucoup de ces mythes qui se diffusent autour du paranormal, du surhomme, etc., tout en montrant que beaucoup de ces auteurs de comics avaient vécu eux-mêmes ce type d'expérience, y croyaient, etc., fortement, et glissaient des éléments personnels dans les personnages qu'ils inventaient, et donc entretiennent une culture où réalité et fiction se mélangent en permanence. Bon, j'y consacre quelques pages dans mon bouquin, mais c'est vrai que c'est très très vaste à étudier. Génial. Si c'est bon pour toi, Goulven, on peut clôturer. Je pense qu'on a fait une bonne conférence. Je pense. Et, merci à tout le monde d'avoir été là. Et voilà, c'était un peu un essai pour nous, mais ça, c'est vrai aussi que c'était quelque chose auquel on tenait d'essayer d'avoir ce côté. Il va falloir que je nourrisse mon chat, mais d'avoir ce côté un peu interactif, parce que. Mais comment dire, voilà, en principe normalement les chats font des vues, hein. Mais donc voilà, oui, typiquement ce qui se passe, c'est que souvent quand on est universitaire, qu'on publie un article, on a des retours d'une part que de collègues universitaires et que quelques mois plus tard à une conférence, ce genre de choses. Donc cette dimension assez directe et interactive sur des champs comme ceux qui nous intéressent, on trouvait que c'était une bonne idée. On va essayer de le refaire à l'avenir. Exact. Ouais, merci de cette opportunité. En tout cas, c'est effectivement assez plaisant de pouvoir échanger autour des trucs qu'on fait dans notre coin.
Très bien, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et on se voit pour une prochaine fois. C'est tellement vôtre. Au revoir tout le monde.